Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Bonjour, mesdames et messieurs. Wie können wir das Potenzial von Daten in der Schweiz besser nutzen? Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, um Daten überhaupt erst teilen zu können? In Zusammenarbeit mit dem IGE, dem Institut für geistiges Eigentum, organisiert die SATW, die Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften, die Webinarreihe Best Practices zum Teilen von Sachdaten. Die Reihe ist eine Aktivität im Rahmen des nationalen Netzwerks Digitale Selbstbestimmung. In den Webinaren zeigen wir aus unterschiedlichen Perspektiven auf, welche Hindernisse für das Teilen von Sachdaten auftreten können. Und wir stellen Lösungsansätze und Tools vor, die sich in der Praxis zur Überwindung dieser Hindernisse etabliert haben. Mein Name ist Manuel Kugler, ich bin bei der SATW verantwortlich für das Fokusthema Daten und KI. Das heutige Webinar konzentriert sich auf rechtliche Aspekte. Nach einer kurzen Vorstellung des IGE durch Anaïk Cordoba stellt Ihnen Juliette Ancel von IDEST Avocat ein Toolkit vor, das den Austausch von Industriedaten zwischen Unternehmen erleichtern soll. Anschließend zeigt Ihnen Lukas Hohl von Beyond Civic unter anderem auf, wie sich die Musterverträge des IGE im Kontext eines Datenraums integrieren lassen. Zu Ihrer Information, dieses Webinar wird aufgezeichnet. Die Sitzungssprache ist gemischt, Deutsch und Französisch. Das erste Referat wird in Französisch vorgetragen, das zweite in Deutsch. Fragen können Sie, geehrte Teilnehmende, im Anschluss an die Referate in beiden Sprachen stellen. Am besten schreiben Sie Ihre Fragen gleich direkt in den Chat. Damit übergebe ich nun gerne das Wort an Anaïk Cordoba vom Institut für geistiges Eigentum und anschließend dann Juliette Ancel von IDEST Avocat. Parfait, merci Manuel. Je vais partager une présentation. Voilà. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être présents pour le premier épisode de cette série de webinaires sur le partage des données industrielles organisée par SATV et l'IPI. Je m'appelle Anaïk Cordoba. Je suis conseiller juridique à l'IPI en charge du dossier du partage des données non personnelles ou industrielles. Et laissez-moi dire quelques mots sur l'IPI tout d'abord. C'est le centre de compétences de la Confédération en matière de propriété intellectuelle, concrètement l'office qui enregistre les marques, les brevets et les designs, et qui est en charge de la législation en matière de propriété intellectuelle, biens immatériels. C'est dans ce contexte et sur la base du rapport du groupe d'experts sur l'avenir du traitement et de la sécurité des données en Suisse que le Conseil fédéral a chargé l'IPI en 2019 d'étudier différentes manières de faciliter le partage des données non personnelles dans le secteur privé. Il est vrai que les données jouent un rôle central dans la vie quotidienne et dans les nouveaux modèles d'affaires. Elles ouvrent de nouveaux champs de recherche et puis sont déterminantes pour le déploiement de l'intelligence artificielle. L'idée derrière la recommandation du groupe d'experts est que l'exploitation de ces données recèle un fort potentiel économique. C'est un réservoir de croissance et un pilier de notre future compétitivité. Concrètement, pour une PME, le partage des données industrielles permet d'améliorer la productivité des entreprises, d'améliorer les produits et services offerts et de développer de nouveaux produits et services. Il n'y a pas de définition légale de ce qu'est une donnée non personnelle ou une donnée industrielle. On doit le définir de manière négative. Pour cela, on se réfère à la loi fédérale sur la protection des données, qui définit les données personnelles, comme toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable. Et donc, les données industrielles sont les données ce sont toutes les données qui ne sont pas des données à caractère personnel. C'est une distinction importante puisque les données personnelles doivent respecter les exigences de la loi sur la protection des données, alors que pour les données industrielles, il y a beaucoup plus de liberté, il est beaucoup plus facile de les utiliser, réutiliser et de les commercialiser. On trouve des données non personnelles ou industrielles dans tous les secteurs. Je vous ai listé quelques exemples qui sont loin d'être exhaustifs. Par exemple, dans le domaine de la mobilité, l'existence d'une ligne de transport public, ses horaires, ses tarifs,
la composition de la rame ou le modèle de bus qui donne des indications sur les possibilités d'accessibilité pour les personnes qui ont une mobilité réduite, la fréquentation des transports publics, ou bien pour les transports publics qui empruntent la route, les informations qu'ils peuvent fournir sur la circulation routière. Tout ceci sont des données industrielles. Dans le domaine de la météo également, température, ensoleillement, nuages, pluviométrie, vitesse des vents. Les données topographiques également, avec les cartes de Suisse Topo, qu'on peut retrouver dans un certain nombre d'applications de randonnée, par exemple. Dans le domaine du tourisme, il y a des partenariats publics et privés, notamment dans les Grisons, le Valais ou dans la région de Lucerne. Et c'est une initiative qui s'appelle Swiss Data Tourism, qui met à disposition toutes les données pertinentes dans le domaine du tourisme pour une région, dans un format à un endroit à disposition de grands agrégateurs, comme par exemple TripAdvisor, pour qu'ils puissent venir les chercher facilement et les mettre à disposition globalement dans le monde entier. On a également des données industrielles de composition, que ce soit la composition des denrées alimentaires, des produits cosmétiques ou des produits de nettoyage, qui sont mis à disposition par l'industrie et qui sont amenés d'une manière facilement compréhensible aux consommateurs par le biais d'applications comme Open Food Fact ou Yuka. Les données personnelles anonymisées ou agrégées constituent aussi des données industrielles. Dans le cadre du mandat donné par le Conseil fédéral, l'IPI a réalisé plusieurs études économiques comparatives entre l'Union européenne et la Suisse concernant l'économie numérique et le marché des données. Ces études montrent que les résultats suisses sont relativement bons en comparaison européenne, mais également que d'autres pays progressent plus rapidement que nous. En 2022, ce sont les dernières données dont nous disposons, l'économie des données en Suisse était un marché qui valait 35 milliards de francs, en croissance de 8,3% par rapport à 2021. Et les projections de l'entreprise IDS voient un marché des données, un marché numérique, valant 69 milliards en 2030. Il y a de nombreuses entreprises en Suisse, plus de 17 000, qui ont compris l'intérêt de ce secteur et qui sont considérées déjà aujourd'hui comme orientées données. Et puis ce nombre devrait doubler d'ici 2030. Il y a également plus de 217 000 personnes qui sont employées dans l'économie des données en Suisse. Alors, si toutes les entreprises suisses ne sont pas encore des championnes du partage des données, c'est parce qu'il existe tout de même certaines difficultés, il faut bien l'admettre. Il y a des difficultés juridiques, avec une relative insécurité dans le domaine qui est assez nouveau. Il y a un problème d'asymétrie de l'information. Qui possède quelles données? Est-ce que cette organisation est prête à partager ces données? À quelles conditions? Ces conditions sont-elles équitables? Il y a des difficultés techniques ou informatiques. Quel outil utiliser? Des problèmes de portabilité, de format de données. Et puis, il y a des difficultés culturelles, comme la peur de s'ouvrir, de coopérer, ou que finalement le partage de données profite davantage à un tiers qu'à nous-mêmes. Et c'est sur ces différentes difficultés que cette série de webinaires va revenir. Nous avons également, dans le cadre de nos travaux, interrogé 600 entreprises suisses sur le meilleur moyen de faciliter le partage des données industrielles. Et ces entreprises ont plébiscité des mesures de soutien complémentaires. Ce que cela veut dire, c'est concrètement des modèles de contrat, des documents de synthèse sur la situation juridique entourant les données, des listes de contrôle et des bonnes pratiques. Ces documents, ces outils permettent d'améliorer l'information des milieux concernés, ce qui renforce la sécurité juridique et diminue les coûts de transaction. Pour nous, il faut que les mesures soient destinées avant tout aux PME, qui doivent être les principales bénéficiaires de ces mesures. C'est des mesures que l'on considère complémentaires aux politiques générales en matière de données, de partage des données en Suisse, et en quelque sorte comme temporaires, puisqu'elles sont là en attendant l'arrivée des grands espaces communs de données. Mais nous considérons que les expériences actuelles, contractuelles, qu'elles soient ou multilatérales, sont une source d'enseignement pour la mise en œuvre des grands espaces de données dans quelques années. Donc, sur la base des informations que nous avions recueillies auparavant dans le cadre du mandat du Conseil fédéral, nous avons, avec certains partenaires, développé une boîte à outils
que nous mettons à disposition des entreprises sur notre site et à travers une série de présentations, de conférences que nous faisons dans les cantons et que nous faisons en lien avec les chambres de commerce et de l'industrie et les hautes écoles. Nous mettons à disposition un certain nombre d'informations générales sur le partage des données, un guide pratique qui a pour but de déterminer si le partage des données est judicieux, comment le rendre efficace et comment accompagner les différents choix à faire pour ce partage pour un entrepreneur. Nous avons aussi une notice qui revient sur ce que sont les données personnelles, distinction avec les données non personnelles, que faire face à un jeu de données mixte qui comprend les deux types de données, quelles sont les flexibilités qui existent dans la loi sur la protection des données. Et nous proposons 4 modèles de contrats, abonnement, échange, transfert, API, sur lesquels Maître Juliette Ancel revient tout à l'heure. Prochainement, c'est-à-dire cet automne, nous aurons un site web entièrement dédié à la question du partage des données qui sera mis en ligne. Il présentera les outils que je viens de mentionner, les outils actuels, et nous allons y ajouter également des case studies qui doivent illustrer différents modèles de partage de données, la diversité des partages de données possibles et comment les mettre en œuvre, ainsi qu'un index légal qui reprendra toutes les dispositions légales suisses et européennes qui prévoient soit une obligation de partager des données, soit un droit d'accès à des données. Et nous sommes convaincus que c'est un outil d'orientation qui sera utile pour les hautes écoles et les PME. Je suis à votre disposition tout à l'heure pour répondre à toute éventuelle question après la présentation de Maître Juliette Ancel. Merci beaucoup, Anaïk. Je prends le relais et je vais partager mon écran en espérant que vous le voyez tous. Donc bonjour à tous. Je vais enchaîner en français également après cette présentation d'Anaïk Cordoba. Je suis très heureuse d'être présente aujourd'hui virtuellement pour vous parler de ces modèles de contrats de partage de données industrielles. Je m'appelle Juliette Ancel, je suis avocate, admise au barreau suisse et aussi au barreau de New York, mais ça c'est une vie un peu passée. Associée au sein du cabinet IDEST Avocat, nous sommes une étude très active dans le domaine des technologies, contre-informatique, etc., depuis assez longtemps. Et c'était effectivement une superbe opportunité qui nous a été donnée de collaborer avec l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle sur ce sujet des partages de données industrielles. Comme cela a été mentionné par M. Cordoba, l'objet de ma présentation est de se concentrer sur ces modèles de contrat et également sur le guide pratique qui a été réalisé pour faciliter la mise à disposition de données industrielles. Je souhaite juste, à titre d'introduction, donner quelques éléments de contexte sur le cadre juridique suisse et européen, peut-être pour faciliter la compréhension des choix qui ont été faits justement sur les types de contrats rédigés, quelques définitions, quelques clauses contenues dans ces contrats, et aussi pour comprendre les défis auxquels sont confrontés justement les PME, les entreprises qui souhaitent partager les données. Donc, ça a été mentionné, les types de données industrielles sont multiples, les opportunités de les partager le sont aussi. Je vous ai mentionné ici quelques exemples pour vous montrer qu'il n'y a pas une seule manière de partager des données industrielles, mais ça peut être fait de différentes façons. Évidemment, le domaine actuel dans lequel les données industrielles sont les plus utilisées aujourd'hui, c'est le domaine de l'intelligence artificielle, un domaine qui est
consommateurs de données. Et donc, typiquement, un exemple auquel on peut penser va être le besoin pour un moteur d'intelligence artificielle qui veut faire de la maintenance, d'obtenir des informations, des données collectées auprès de machines-outils. C'est typiquement un cas où un producteur, un fabricant de machines est assis sur l'or de ses données techniques, les données de ses machines, qui vont peut-être pas être forcément connectés à un serveur ou autre, mais qui va pouvoir aller les collecter manuellement et les mettre à disposition d'une start-up qui voudrait développer justement des références en intelligence artificielle. Typiquement, un cas où il y aurait peut-être un partage, une mise à disposition ponctuelle par un fabricant. On peut aussi penser à une utilisation sur des chaînes d'approvisionnement. On veut améliorer les processus, avoir une idée en temps réel des temps d'emballage d'objets, de production, etc., où là, il pourrait y avoir des échanges continus, des flux continus de données qui sont mis à disposition pour une amélioration continuelle d'un outil. Ou bien on peut encore penser à un contexte où typiquement vous avez des TTO, des bureaux de transfert de technologie qui veulent mettre en commun certaines données, des données de, je sais pas, de durée de dépôt d'un brevet. Donc on n'est pas sur des données personnelles, mais voilà, c'est plutôt des statistiques qu'on voudrait mettre en commun pour peut-être améliorer des processus, pour pouvoir donner des réponses aux personnes concernées. Donc on le voit, les cas sont variés et multiples, et c'est ce qu'on a essayé d'adresser dans le cadre de ces contrats modèles. Pourquoi des contrats modèles? Ça a été dit, aujourd'hui en Suisse, on n'a pas un cadre légal qui réglemente le partage de données industrielles. On n'a pas une loi spécifique, contrairement à la loi sur la donnée personnelle, qui va régir le traitement, le partage, la conservation des données industrielles. Ça a également été mentionné, il n'y a pas de définition légale. Donc on est sur une définition négative, mais on s'inspire aussi de définitions européennes, je vais y revenir. Ce qui est aussi important de relever, c'est que contrairement à d'autres biens immatériels comme les inventions, les marques, etc., on n'a pas non plus un droit de propriété en tant que tel sur les données industrielles. Et ça, c'est un sujet qui, évidemment, est important, puisque ça veut dire que si on n'a pas une propriété légale que l'on peut démontrer sur les données, dès qu'on les partage, on ne peut pas forcément se prévaloir de cette propriété. Là aussi, il n'y a pas d'uniformité au niveau international sur ce sujet-là, avec des pays qui vont peut-être être plus favorables à une forme de propriété des données industrielles et d'autres, au contraire, qui refusent de créer ce droit de propriété. Alors, quand je dis qu'il n'y a pas de droit de propriété sur les données industrielles, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres droits qui s'appliquent. Typiquement, on peut admettre l'existence d'un droit d'auteur sur des bases de données. Il existe également des dispositions légales qui vont protéger le secret d'affaires. Si ce secret d'affaires est violé, on peut même prendre des mesures de nature pénale. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de protection de ces données industrielles, mais pas de droit de propriété. Ça a été mentionné aussi, on n'a pas un droit d'accès général aux données industrielles, ce serait trop facile, mais il existe une multitude de dispositions dans différentes lois pour certains domaines qui donnent des droits d'accès pour certaines catégories de données, ce qui fait qu'il faut naviguer finalement dans un cadre légal assez complexe. Est-ce que j'ai un droit d'accès? Oui ou non? Est-ce qu'au contraire, j'ai une interdiction d'accès? On se rend compte que c'est un domaine assez complexe. Pour ajouter à la complexité de ce cadre juridique suisse,
On a un cadre réglementaire et international qui est en mouvement également. Évidemment, des chiffres ont été articulés pour la Suisse sur la valeur de ce marché et la possibilité incrémentale justement d'exploitation de ces données industrielles. La Suisse n'est pas le seul pays à s'y intéresser et on a également à l'étranger un cadre réglementaire qui est en évolution, qui est en mouvement. Je pense particulièrement au cadre réglementaire européen qui s'est beaucoup penché sur la question des données personnelles. Ça, on le sait, depuis 2018, on entend tous parler du RGPD, mais aussi sur les données non personnelles. Je vous ai mis sur ce slide quelques références légales, notamment au règlement sur la libre circulation des données non personnelles, sur le règlement sur la gouvernance des données, une directive sur la protection des secrets d'affaires. Donc, vous le voyez, il y a plusieurs sources juridiques. Il y a surtout un règlement qui est particulièrement important, c'est le Data Act, le règlement sur les données, qui est un règlement qu'on connaît maintenant depuis plusieurs années, qui a été formellement adopté par le règlement européen en septembre 2023 et qui vise à harmoniser, à établir des règles harmonisées pour le partage des données non personnelles au sein de l'Union européenne et qui vise également à promouvoir un accès équitable et une utilisation optimale des données. C'est une réglementation qui a une portée assez large, qui vise les machines industrielles, les objets connectés, IoT, mais aussi d'autres équipements et qui a pour objectif, comme je le disais, de poser des standards et d'harmoniser ce domaine. Aujourd'hui, maintenant, on a les États membres de l'Union européenne qui doivent implémenter un certain nombre de dispositions dans leur législation nationale pour assurer son application effective, notamment les règles en matière d'interopérabilité, d'accès aux données, etc. Mais on a en tout cas déjà aujourd'hui un standard qui est posé au niveau européen. Ce règlement, évidemment, en tant que Suisse, on ne peut pas l'ignorer et on a aussi tenu compte de ce cadre réglementaire dans la rédaction des contrats modèles qui vous ont été présentés. Alors, je sais que voilà, je ne vais pas passer des heures sur ce sujet parce qu'il est assez complexe, d'autant plus qu'il y a encore d'autres législations qui vont venir. Mais c'était pour expliquer finalement ces défis juridiques pour les personnes qui veulent partager les données et l'intérêt d'avoir en place un cadre contractuel. Parce que finalement, on a beaucoup de questions d'harmonisation au niveau européen, mais on n'a toujours pas de droit de propriété. On n'a en Suisse pas de législation spécifique et le cadre contractuel permet aux parties, à ceux qui ont la maîtrise de ces données industrielles, de donner un cadre sur l'utilisation qui peut en être faite, sur l'exploitation possible, sur la rémunération, sur une éventuelle destruction, aussi sur la qualité des données qui sont mises à disposition ou les garanties à donner sur les données qui sont mises à disposition. L'intérêt aussi de l'absence de cadre légal est la grande liberté contractuelle que ça peut donner. Évidemment, face à cette liberté, on ne sait pas toujours par quel bout prendre. Et donc, l'idée derrière ces contrats modèles était non seulement de donner des outils, mais aussi de permettre une certaine mise en place de standards. Ce sont des clauses qui
potentiellement pourront être prises par d'autres aussi, dans d'autres contrats, et on va finalement, à défaut de loi, obtenir petit à petit des standards sur la mise à disposition de données industrielles. Voilà. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, on a eu le plaisir de collaborer avec l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle dans la rédaction de ces contrats modèles. Dans une phase initiale, 3 contrats modèles sur le partage de données ont été rédigés. Ils sont tous disponibles en ligne, accessibles en 3 langues, en français, en allemand et en anglais. L'objectif était d'avoir des contrats faciles d'utilisation pour des PME, et j'insiste sur le P, donc vraiment les petites entreprises qui n'ont pas forcément accès à des conseillers juridiques, qui n'ont pas forcément les moyens justement de négocier ces contrats. Et dans ce contexte-là, ces contrats ont été rédigés sur une même structure. Cette structure est la suivante. Vous avez pour tous les contrats, pour ces 3 contrats, une page de couverture qui est vraiment la page dans laquelle on remplit les informations des parties, on va détailler les données concernées, les dates, certaines modalités. Je pourrais vous montrer un exemple un peu plus tard. Et au-delà de cette page de couverture, les clauses contractuelles auxquelles vous pouvez quasiment pas toucher lorsque vous concluez le contrat. Ces clauses contractuelles présentent parfois des options. Vous avez le choix entre option 1, option 2. Qui doivent être sélectionnés en fonction des choix qui sont faits par les parties, notamment en principe sur cette page de couverture. C'est pour cette raison que vous avez pour chacun de ces contrats une version qu'on appelle avec commentaires et une version sans commentaires. Les commentaires visent surtout à expliquer les options qui existent dans ces contrats et faciliter le choix par les utilisateurs. En plus de ces 3 contrats modèles, nous avons travaillé à la rédaction de conditions d'utilisation d'une API. Alors, c'est également un format similaire, mais plutôt axé conditions d'utilisation que contrat. Avec justement plutôt en tête les aspects techniques. Ici, on vise un outil technique en la forme d'une API, et donc on adresse les problématiques liées à ce format, contrairement aux 3 autres contrats qui sont technologiquement neutres et qui peuvent être utilisés avec n'importe quel format de mise à disposition des données. Là encore, cette version de conditions d'utilisation d'API est une version avec et sans commentaire lorsque des choix peuvent être opérés par les utilisateurs. Il y a également un rapport explicatif autour de ces contrats qui explique justement l'origine, le contexte et les modalités d'utilisation. Et également un guide pratique. Alors le guide pratique vise vraiment plutôt en amont à aider des PME, des entrepreneurs qui se posent la question déjà de est-ce qu'ils ont la possibilité d'exploiter des données industrielles, qu'est-ce que c'est, comment on peut les utiliser, quelles seraient les étapes à suivre si on veut commencer à exploiter commercialement ces données industrielles. On s'est rendu compte effectivement lors de la rédaction de ces contrats modèles que un des obstacles n'était pas forcément même la négociation contractuelle, mais même la question de savoir est-ce que j'ai des données, comment je m'y prends, par quelle étape est-ce que je peux commencer pour
exploiter ces données industrielles. D'où ce guide pratique. Alors, pour aller un petit peu plus dans les détails, je vous ai indiqué ici exactement quels sont les 3 modèles de contrats de partage initiaux. Vous voyez sur le côté du slide l'exemple de fiche de couverture, hein, de cover page, avec les informations pouvant être remplies par chacune des parties. Comme je disais, c'est vraiment uniforme entre les différents modèles de contrat. Le premier modèle que je vous présente ici, c'est celui du contrat de transfert de données. Ce contrat de transfert vise les cas de fourniture ad hoc, donc une fourniture unique ou ponctuelle de données. Je reprends mon exemple du début où vous avez un fabricant de machines qui pourrait collecter énormément d'informations sur le fonctionnement de ces machines, les moments des pannes, etc., qui n'a pas de visée à exploiter ça, qui n'a pas forcément des machines qui sont connectées en permanence, mais qui peut ponctuellement aller intervenir sur la machine, collecter des dumps de données et les mettre à disposition d'un tiers qui serait intéressé à en tirer des statistiques, des règles et améliorer après un outil de maintenance, par exemple. Donc, c'est ce que vise ce contrat de transfert, une mise à disposition ponctuelle, potentiellement unique, payante ou gratuite. Évidemment, les 2 possibilités sont ouvertes et ça ne vise pas une collaboration, hein. C'est vraiment unilatéral, c'est de celui qui maîtrise les données à celui qui est intéressé par les données. Ce n'est pas un contrat qui vise un aller-retour d'informations entre les 2 parties. C'est vraiment plutôt un contrat pour une manière annexe de certaines PME de finalement exploiter les données qu'elles ont sans que ça devienne un nouveau business model. À côté de ça, vous avez le contrat d'abonnement qui est là évidemment un contrat plus régulier, hein, comme son nom l'indique. L'idée est d'avoir un contrat par le biais duquel le bénéficiaire a un accès régulier à un flux de données techniques. Ça reste un contrat technologiquement neutre. Finalement, ce flux de données peut être mis en place de la manière que les parties le souhaitent. Mais c'est typiquement un contexte où on va souvent voir une mise à disposition des données par le biais d'une API. Et donc, les 2 contrats, le contrat modèle d'API et ce contrat d'abonnement, sont facilement combinables finalement dans ces contextes-là. Le contrat d'abonnement, évidemment, est un contrat qui vise à être conclu dans la durée. Pour cette raison, il contient des clauses justement sur la résiliation, les modalités de résiliation, les conséquences de la résiliation, ce qui ne va pas forcément être le cas d'un contrat de transfert de la même manière, puisque les conséquences ne sont pas les mêmes. C'est en revanche conçu comme un contrat unilatéral. On a un prestataire qui met à disposition des données techniques, mais qui n'est pas nécessairement intéressé à recevoir en retour les résultats d'analyse ou d'exploitation de ces données. Donc on est dans une logique unilatérale.
Et puis le dernier contrat est un contrat d'échange de données industrielles où, comme je le mentionnais dans le troisième exemple, vous pouvez typiquement avoir des associations professionnelles qui sont intéressées à mettre en commun des données techniques et donc qui sont prêts à mettre leurs données à disposition, mais également à recevoir celles des autres ou à en tout cas recevoir le résultat d'analyse. Euh, donc, on est presque plus dans un contexte de société simple, comme la juriste que je suis l'analyse. Ce contrat a été conçu d'une perspective plutôt de contrat gratuit, puisque l'échange de valeur se fait plutôt dans l'échange de données entre les différentes parties, mais il est évidemment tout à fait envisageable de prévoir aussi une prestation financière. Et en revanche, assure un accès mutuel aux données et aux résultats. Dans ce contexte-là, justement, avec cet accès mutuel aux données industrielles, un des points particulièrement sensibles, c'est le sujet des restrictions quant à l'utilisation des données. Évidemment, l'idée, c'est pas d'en favoriser un par rapport aux autres. On sait que psychologiquement, beaucoup d'entreprises ou associations vont être réticentes à partager les données avec les autres, peut-être membres du même milieu, s'ils savent qu'il risque d'y avoir après un qui en bénéficie et qui l'exploite commercialement, raison pour laquelle on a prévu une liste de restrictions d'utilisation possibles pour rassurer éventuellement certaines parties et donc faciliter l'échange de données industrielles. Les conditions d'utilisation d'API, je l'ai déjà mentionné, on n'est pas sur un contrat bilatéral avec chacune des parties, mais plutôt sur un mode de conditions d'utilisation, aussi parce qu'on tient compte des aspects techniques. Très souvent, ça va être une acceptation en ligne de ces conditions d'utilisation, mais c'est plutôt pour faciliter justement ceux qui souhaitent se mettre à disposition des données par ce biais-là, qui ne savent pas forcément comment régler les conditions d'utilisation de cette API. Et donc, on a inclus la composante technologique de mise à disposition des données avec, là encore, certaines options de rédaction pour l'utilisateur. Voilà, pour tenir compte du cas d'espèce. Mais l'idée là est vraiment pas de négocier, mais plutôt de faciliter la mise en place d'une API pour une entreprise qui souhaiterait mettre à disposition des données par ce biais. Je l'ai mentionné, en parallèle à ces contrats, a été préparé un guide pratique que je vous invite à aller lire, bien évidemment. C'est difficile pour moi de vous résumer en quelques minutes le contenu de ce guide. Ici, on n'est pas dans l'analyse juridique. On est dans un guide qui essaye de répondre aux interrogations auxquelles sont souvent confrontées les PME qui souhaitent se lancer dans un modèle d'exploitation de leurs données ou en tout cas pouvoir le faire parmi leurs activités commerciales. Et donc, le guide suit finalement les différentes étapes et les différentes questions que peuvent se poser une PME. Je vous ai mis un exemple ici. Donc, typiquement, une des questions, comment savoir si j'ai une opportunité de valoriser des données techniques? Alors, évidemment, vous avez une réponse un peu plus longue et puis une sorte de checklist de questions qu'on peut se poser pour savoir si cette opportunité existe. Est-ce que le contenu des données est identifiable? Est-ce que la source est identifiable? Est-ce que je peux expliquer la méthodologie et contrôler la qualité des données? Ça va être des éléments qui vont être demandés évidemment par ceux qui vont recevoir ces données. Si ces éléments sont remplis, alors potentiellement, oui, il y a une possibilité de valoriser les données techniques. Ça ne veut pas encore dire qu'il y a un marché, mais au moins, ce sont des premières étapes, des premières questions qu'on peut se poser. Autre
exemple de questions qui est adressée dans le guide, comment préparer mes données techniques pour une utilisation ou un partage avec des tiers. Et donc, voilà, dans le cadre du guide, on a résumé finalement les 5 étapes. Donc, mettre en place une méthodologie pour la collecte de données, vous assurer d'une méthode de stockage adéquate, durable, fiable, mais aussi tenir compte du coût de cette méthode de stockage, parce que si le coût est excessif et derrière il n'y a pas de possibilité de rentabilité, ce ne sera peut-être pas intéressant. Procéder à une structure des données, il faut qu'on puisse comprendre comment est-ce que les données sont structurées pour pouvoir après les mettre à disposition. Passer à une phase de transformation, de nettoyage des données, hein, s'assurer qu'il n'y a pas des doublons et autres, et enfin une phase de validation. Donc, on va un peu plus dans les détails dans ce guide pratique. Évidemment, les cas étant particulièrement vastes, ça reste un guide qui donne des directions. On ne peut pas avoir des réponses à tout, pas dans tous les domaines, mais voilà, l'idée de structurer la démarche pour des PME qui souhaiteraient se lancer dans ce processus. Autre question évidemment qui revient très fréquemment, comment fixer la rémunération pour une mise à disposition de données? Là encore, hein, on n'a pas une réponse, on n'a pas des standards tarifaires, alors peut-être que dans certaines industries, oui, mais ce ne sera pas le cas partout. En revanche, l'objectif du guide est de donner des pistes aux utilisateurs sur comment fonder cette rémunération. Alors, soit en tenant compte évidemment des coûts, quels coûts doivent être investis pour maintenir une telle base de données de qualité exploitable, versus est-ce que je peux, en ajoutant une marge, quand même trouver un marché qui serait prêt à acheter ces données. Vous pouvez avoir évidemment la valeur de marché, que font les concurrents, est-ce qu'il y a des concurrents existent, quels sont les prix pratiqués, ou bien quel revenu l'exploitation de ces données est susceptible de générer, et est-ce que j'en toucherai pas un pourcentage, par exemple. Donc voilà, il y a différentes méthodes et l'objectif est de donner ces pistes et ces outils pour la mise en place d'un modèle de partage de données, avec évidemment beaucoup de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. C'est sûr que si vous mettez à disposition des données de manière exclusive, la valeur sera bien plus élevée que si tout le monde peut avoir accès à ces données. C'est des principes généraux, mais qui peuvent donner une direction aux utilisateurs. Pour revenir aussi à ce que j'indiquais sur la prise en compte du cadre réglementaire européen et suisse, je vous ai mis ici quelques exemples de clauses contractuelles, et notamment la clause de définition des données. Donc, on a une définition de la notion de données qui est uniformisée à travers les documents contractuels, et qui est une définition qui a été volontairement alignée sur le Data Act, à l'exclusion des données personnelles, aussi dans une volonté de pouvoir être aligné avec des bénéficiaires potentiels à l'étranger dans le cadre, dans l'Union européenne. La définition prévoit une neutralité de format aussi pour laisser une grande marge de manœuvre pour les utilisateurs de ces contrats pour le format de mise à disposition. Comme je l'indiquais aussi, un des grands sujets, une des grandes craintes de beaucoup d'entreprises et d'entrepreneurs dans la mise à disposition de données industrielles, c'est l'exploitation qui peut en être faite par des concurrents et autres. Et parfois, l'utilisation qui est souhaitée, elle n'est pas souhaitée pour une exploitation commerciale, mais plutôt pour une compréhension statistique, pour une utilisation interne, une analyse, etc. Et donc, pour offrir finalement ce cadre et ces
possibilités de contrôle contractuel, on a aussi tenté de prévoir des catégories de restrictions d'utilisation. On avait en tête, je ne sais pas si vous êtes familier avec les modèles de contrats Creative Commons, hein, dans les contrats de licence Creative Commons, vous avez différents niveaux d'utilisation possibles. Vous pouvez en faire tout ce que vous voulez, vous pouvez en faire tout ce que vous voulez, mais pas le modifier, sauf le modifier. Vous pouvez faire ce que vous voulez, sauf une exploitation commerciale, etc., etc. Bah là, voilà, l'idée, c'était aussi d'avoir des catégories reconnaissables de restrictions d'utilisation qu'on retrouve dans les différents modèles de contrats. Et puis, un point important aussi, on a intégré dans nos modèles la notion d'interopérabilité, puisque c'est une obligation qui va découler du Data Act, hein, du fameux règlement européen sur les données, qui va imposer un certain nombre de parties prenantes une obligation d'interopérabilité avec les standards définis. Et donc, on a déjà en amont intégré une définition compatible et une obligation dans les modèles de contrat. Évidemment, bon, je n'ai pas reproduit toutes les clauses, hein, je vous laisse en prendre connaissance. Un dernier point sur lequel je voulais aussi venir et expliquer, c'est la problématique de la mise en œuvre de ces contrats. Alors évidemment, l'idée, c'est qu'ils soient faciles à conclure, qu'ils soient faciles à utiliser, mais casquette d'avocate oblige, il faut aussi tenir compte des risques de litige. Qu'est-ce qui se passe si finalement les parties ne s'entendent pas, s'il y a un problème dans la mise à disposition des données, que la qualité n'est pas ce qui était attendu, que le prix n'est pas payé, etc., etc. Alors pour certains sujets, c'est des contrats, c'est questions contractuelles simples, mais pour d'autres, souvent c'est des questions techniques assez complexes, et on se rend compte que les tribunaux suisses sont pas toujours armés pour comprendre ces questions techniques. On se rend compte aussi qu'il peut y avoir un aspect, une composante internationale importante, hein. Les bénéficiaires des données ne sont pas forcément en Suisse. Et donc, pour agir, on n'a pas forcément envie de se poser la question des tribunaux compétents, de voir les attraire en Suisse. Et donc, le choix a été fait de donner l'option dans ces contrats modèles de choisir des clauses d'arbitrage en faveur de l'ITDR, le Institute for IT and Data Dispute Resolution. Alors les parties peuvent choisir s'ils veulent les tribunaux suisses ou l'ITDR, mais c'est vrai que c'est recommandé. L'ITDR, en trois mots, hein, c'est un institut qui est fondé sur trois piliers. Vous avez un pilier de médiation, l'idée étant de trouver des solutions aux conflits qui ne sont pas des décisions imposées aux parties, mais un accord mutuel des parties qui est facilité par le fait que les médiateurs ont une expertise technique et donc peuvent comprendre les problématiques et les besoins des parties dans le domaine. Vous avez un pilier arbitrage, où là, vous avez des experts arbitres indépendants qui vont entendre les parties et rendre une décision. Et vous avez aussi tout simplement des experts techniques qui vont mettre à disposition leurs connaissances sans forcément agir ni comme arbitre ni comme médiateur. L'avantage de l'ITDR, hein, c'est qu'il a ce pool d'experts juridiques et techniques qui peut intervenir sur ce type de dossier, qui collabore en plus beaucoup avec la Chambre suisse d'arbitrage international, donc qui a une reconnaissance à un niveau international en termes de qualité, et finalement en
ayant recours régulièrement à ces experts. Ça permet d'avoir non seulement une fiabilité puisqu'ils connaissent les contrats, donc ils vont pouvoir les interpréter d'une manière assez uniforme, et on peut mieux anticiper aussi comment ils se positionnent sur ces modèles de contrat. Voilà. J'ai fait le tour de cette présentation. Je vous laisser quelques minutes aux questions pour Anaï Cordoba et moi-même avant l'intervention de Lucas. Et je vous remercie de votre attention. Et si c'est possible de poser les questions en français ou en anglais, mein Deutsch ist also nicht so gut. Danke für Ihr Verständnis. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Juliette et Anaïk, pour cette formidable présentation. Aussi, mon français n'est pas trop bien, alors ich wechsle auf Deutsch. Gibt es Fragen von den Seiten der Teilnehmenden? Est-ce qu'il y a des questions? Autrement, j'ai quelques questions. Bien. Vous avez dit que les contrats, ils sont très faciles en général. Combien de temps est-ce qu'il faut pour les remplir? Il faut investir pour les PME pour to gather all the inputs and to fill in the contract, and does it need to be still evaluated by an external attorney, or is it basically ready to to sign? Alors, évidemment, pour moi, c'est facile. Alors, je vous dirais que ça peut se remplir assez rapidement. Je pense qu'il faut donc que la PME quand même lise le contrat et le guide pratique qui peut aider. Mais ça, c'est 1 ou 2 heures. En revanche, l'idée, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un avocat qui vous aide à le remplir, justement. Je pense que quelqu'un qui est au clair sur les données et son modèle d'affaires peut utiliser les modèles et les remplir seul. Je ne sais pas si Anaïk, vous avez d'autres feedbacks de votre côté. On ne vous entend pas. Voilà, ça ira mieux comme ça avec le micro. Au travers des différentes conférences qu'on a organisées, on a eu pas mal de feedback positifs. On sait qu'il y a un certain nombre de PME qui ont utilisé des modèles sans utiliser d'avocat, de paralegal ou ce genre de choses. On sait aussi que les modèles sont bien connus par les avocats. On a eu des retours. Ils les utilisent tels quels en conseillant leurs clients, ou ils les utilisent comme une source d'inspiration, et puis ils les adaptent en fonction de la situation particulière. Et donc, je pense que là, c'est un gain d'efficacité, et puis ça devient très abordable de se faire conseiller par un avocat pour vraiment personnaliser les modèles de contrat et les adapter à la situation concrète. Très bien. Alors, il y a une question dans le chat, alors que I'll put mine back. Oleg, vous pouvez aussi le dire si vous voulez. Oui, mais... je vois. Est-ce que vous connaissez... Ah, pardon, allez-y, Oleg. Je lis la question pour tout le monde. Est-ce que vous connaissez un bon exemple de standard tarifaire d'une industrie? Est-ce que le Swiss Transporter Data Flow Agreement... alors, je crois que c'est 2 questions différentes, hein, si je comprends bien. C'est les 2 questions. Pour les standards tarifaires, on a mis quelques liens dans le guide pratique que vous pouvez consulter.
J'ai pas forcément connaissance de standards de qualité, mais justement, on a essayé de répertorier, en tout cas dans le guide, ce qui existait. Et puis, votre question sur le Swiss Trans-Border Data Flow Agreement, alors, il peut imposer effectivement de manière générale des restrictions sur les flux de données. Et donc, les contrats doivent respecter ce contexte-là. Si vous avez une interdiction légale, c'est pas le contrat qui va vous donner un droit. Mais ça, c'est de manière plus générale, si vous avez une interdiction spécifique, ça va s'appliquer à tout transfert, que ce soit ces contrats modèles ou d'autres contrats. De même que vous avez potentiellement des restrictions en matière de antitrust et droit de la concurrence qui vont limiter pour certaines parties des échanges de données qui pourraient avoir une influence sur la concurrence, typiquement des informations de prix. Ça s'applique de toute façon, que vous ayez recours au modèle de contrat ou pas. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Oui, totalement. Merci beaucoup. Merci encore pour la présentation et aussi pour les réponses. Je crois qu'on doit move forward. Oui. So, gerne übergebe ich nun das Wort an Lukas von Beyond Civic für seinen Input und eine Demonstration auch, wie Sie eigentlich auf die Musterverträge vom IGE aufbauen und diese in die Praxis umsetzen. Gut, vielen Dank. Lukas Hohl, gerne. Vielen Dank, Manuel, für die Einladung und die Möglichkeit, kurz zu präsentieren, wie wir diese Modellverträge vom IGE verwenden. Ich werde meinen Screen teilen und ich wäre vielleicht froh, wenn ich kurz Feedback bekommen könnte, ob man meine Slides sieht. Ja. Okay, perfekt. Gut, ja, heutzutage gibt es fast keine Webinars mehr ohne Gen AI. Auch wir werden dort enden heute. Ich werde aber, bevor ich auf diese Thematik, wie wir Gen AI verwenden, in diesem Kontext noch ein bisschen umfassender aufzeigen, wieso man überhaupt Daten tauschen soll und was sind auch die Erschwernisse oder die Barriers für Data Sharing. Und werde dann versuchen, anhand des Konzeptes eines Datenraums aufzuzeigen, wie man eben Data Sharing innerhalb eines Datenökosystems vereinfachen kann und eben auch vertrauenswürdig gestalten kann. Dann eben zeigen, wie wir diese Templates, welche wir soeben gesehen haben, wie wir die selber verwenden in unserem Software-Stack und wie wir die hoffentlich zukünftig eine neue Art und Weise, wie wir sie verwenden, eben nicht nur als Template, die man quasi nimmt und direkt ausfüllt, sondern dass man eben diese Templates nimmt, um ein Large Language Modell quasi fein zu tunen. Zuerst vielleicht kurz zu meiner Person. Ich bin Co-Founder von einem Schweizer Startup namens Beyond Civic. Wir sind relativ jung und klein. Wir haben alle Gründer oder Co-Founders haben einen Ursprung aus der Swisscom. Ich selber habe einen technischen Background, habe an der ETH studiert und bin viele Jahre als Berater im Bereich Financial Services unterwegs gewesen, immer mit einer Affinität zur Technologie. Zu Beyond Civic, wie gesagt, wir sind ein Schweizer Startup, wir sind in Luzern zu Hause, gegründet 2022. Wir fokussieren uns eben auf Datenkollaborationen, vor allem mit dem Fokus Public-Private Datenökosysteme. Vom Vertical her, von der Fokussierung, von der Industriefokussierung sind wir sehr stark unterwegs im Bereich Smart Cities oder eben auch Smart Communities, weil man fragt sich oft stellt sich oft die Frage, wo enden dann Cities? Vielleicht ist es nicht viel mehr eine Smart Community, die eben über die Stadtgrenzen hinweg geht. Die Use Cases aus diesen Projekten kommen sehr stark im Bereich Nachhaltigkeit, Energie, Mobilität oder eben auch Landwirtschaft. Was wir machen, einerseits haben wir eine Beratungskomponente, andererseits entwickeln wir Softwarekomponenten, um eben diesen Cross-Organizational Data
Sharing, das zu ermöglichen. Und wir orientieren uns sehr stark an gewissen Trends oder Entwicklungen, unter anderem eben auch in der EU, wo dieser Begriff Datenraum oder Data Space entstanden ist, schon von vielen Jahren. Der Ursprung von einem Datenraum, wie er definiert worden ist schon fast 8 Jahre her. Und wir sind relativ aktiv in dieser internationalen Community. Wie erwähnt, zuerst vielleicht nochmals kurz zum Why. Wieso sollen wir überhaupt Daten austauschen? Wir werden häufig gefragt, ja, ist es nicht ein bisschen absurd? Wir tauschen ja schon ganz viel Daten aus heutzutage. Und jein, ja, wir tun das. Aber wir sind eben auch der Meinung, dass wir es eben noch viel mehr tun könnten, um eben Probleme lösen zu können. Also wir sind der Meinung, oder so unsere Assumption, dass wir wirklich komplexe Probleme eben nur dann lösen können, wenn wir Daten von unterschiedlichen Organisationen zusammenbringen. Nur das Problem hier, und da werde ich noch ein bisschen mehr ins Detail reingehen, es ist eben ein bisschen tricky, weil diese Daten per se nicht offen sind. Es kann durchaus sein, dass gewisse Daten Public oder Open Data ist, aber es gibt ganz viele Datensätze, die eben per se nicht public sind. Wir nennen diese Shared Data, gemäß dem Open Data Institute, dem Spektrum von Daten. Wir sehen eben auch die Möglichkeit, diese komplexen Probleme zu lösen, wenn wir eben mehr sektor- oder eben auch länderübergreifend Daten nutzen. Man sagt so schön, Daten machen eigentlich an der Landesgrenze keinen Halt. Heutzutage mit dem Internet ist dieser internationale Austausch möglich oder eben noch nicht möglich. Und ich komme dann darauf zurück, wieso das eben zum Teil noch nicht geschieht. Ein wichtiger Punkt ist sicher auch die Sekundärnutzung. Wie kann man Daten nutzen, eben nicht aus dem primären Grund, wieso man die Daten erfasst hat oder erhebt hat, sondern eben, wie kann man diese Daten eben auch in einem anderen Kontext nutzen, um eben komplexe Problemstellungen zu lösen. Das heißt, wieso wir Daten austauschen wollen, hier geht es prinzipiell mal um Daten oder um Probleme zu lösen. Wir haben auch noch vielleicht einen Bedarf, Daten zu visualisieren, um komplexe Probleme darzustellen. Wir kennen das oft, Daten sind zum Teil schwer interpretierbar, wenn man es nicht visualisiert. Das heißt, diese komplexen Probleme eben auch anhand von visualisierten Daten besser zu verstehen und dann datengetriebene Entscheidungen zu treffen. Auf der anderen Seite, neben dem quasi Problem-Solving gibt es natürlich diverse Innovationen oder innovative Ideen, wie man neue Produkte oder Services kreieren kann. Ich glaube, es gibt viele Szenarien in der Startup-Welt, wo die Startups kommen und sagen, wir machen was Smartes mit den Daten, nur das Problem ist, wir haben die Daten selber nicht. Die Daten kommen aus anderen Quellen und es ist für Startups manchmal auch schwierig, an diese Daten ranzukommen. Und ich komme später nochmals darauf zurück. Häufig ist es nicht eine technische Herausforderung. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man Daten austauschen kann, technologisch, aber sehr oft ist es unklar, kann ich diese Daten beziehen, was ist die Gesetzgebung, was braucht es sonst noch, etc. Wir sind auch der Meinung, dass wenn man zunehmend Daten auch als Produkt anschauen, eben neue spannende Businessmodelle entstehen können, die dann irgendwo einen Connect haben zu neuen Produkten, innovativen Produkten oder Services. Und mit dem Austausch oder der Kollaboration auf Daten sind wir auch der Meinung, dass wir eigentlich die Basis bilden für eben Generative AI oder, wie man es so häufig hört, im Smart City-Kontext von Digital Twins. Man spricht sehr schnell mal von einem Digital Twin, wenn man ein 3D-Modell hat, aber ich glaube, das 3D-Modell, ein wahrer Digital Twin ist, wenn dieses 3D-Modell eben angereichert ist mit ganz unterschiedlichen Datenquellen und die zusammenbringt in diesem Kontext. Der dritte Block, wieso man Daten austauschen soll, ist quasi so von extern getrieben. Oder? Da gibt es gewisse regulatorische Anforderungen. Aus der EU sehen wir relativ viel dieser regulatorischen Anforderungen mit dem EU Data Governance Act und eben dem EU Data Act, wo man eben dann eigentlich fast aufgefordert ist, kollaborativ auf Daten zu sein.
quasi das Pendel vom Datenschutz schwingt rüber zur Datenkollaboration, wobei man auch klar sagen muss, ich habe kein Legal Background, aber der EU Data Act sehr stark auf eben Sachdaten und nicht PII-Daten abzielt. Daten, die erhoben werden über sogenannte Connected Devices. Es gibt auch in der Schweiz gewisse Aktivitäten. Es gibt eine Motion, die nennt sich Rahmengesetz für die Sekundärnutzung von Daten. Also es zeigt auch auf, dass wir in der Schweiz daran sind, zu verstehen, was braucht es auf der Gesetzesebene, potenziell für Anpassungen eben, um diese Sekundärnutzung von Daten zu vereinfachen auf den verschiedenen Ebenen. Zudem kommt auch Datenaustausch in Krisensituationen. Auch der EU Data Act geht in diese Richtung, in Extrem- oder Ausnahmesituationen, dass eben Corporates, Organisationen quasi aufgefordert sind oder gezwungen sind, Daten zu tauschen im B2G-Kontext. Zusammenfassend, wieso sollen wir Daten überhaupt ausgetauscht werden? Einerseits können wir komplexe Probleme lösen. Andererseits gibt es Möglichkeiten, neuartige, innovative Produkte und Services zu kreieren und last but not least gibt es auch eben diese regulatorische Einflüsse von außen, die quasi uns dazu bringen, eben mehr kollaborativ auf Daten zu sein. Jetzt klingt das alles gut, aber es ist, ein Punkt habe ich noch vergessen, genau, zum klassisches Beispiel Scope 3 Reporting bezüglich Emissionen entlang der Supply Chain ist ein Thema, wo es zunehmend regulatorische Anforderungen gibt, eben genau die Emissionen reporten zu können entlang der Supply Chain. Jetzt klingt das alles sehr gut, macht eigentlich Sinn, oder, diese Probleme zu lösen, Innovation zu betreiben und aus regulatorischer Sicht quasi compliant zu sein. Es gibt aber eben auch Risiken oder Gründe, wieso das Austauschen von Daten nicht immer ganz so einfach ist. Wir haben viele Gespräche geführt mit Organisationen im Markt und ein wesentlicher Punkt, und das deckt sich mit dem, was ich hier aufzeige, und das kommt vom Open Data Institute. Das kommt nicht direkt von uns, aber wir haben das bestätigt aufgrund vieler Gespräche im Markt. Also kommerzieller Aspekt ist ein wichtiger Punkt. Viele Firmen oder Organisationen da draußen haben dann irgendwo durch Angst, Wettbewerbsvorteile zu verlieren, indem sie Daten austauschen. Andererseits gibt es auch Bedenken bezüglich Reputation oder Vertrauen. Ja? Es ist nicht ganz einfach, wenn Daten getauscht werden, könnte man potenziell Reputationsschaden erleiden. Andere Gebiete oder andere Aspekte von Risiken sind sicher diese ethischen Bedenken. Irgendwo durch haben wir von vielen Fällen gehört, wo eben Daten ausgetauscht worden sind, wo es passiert ist quasi im Nachhinein und gesagt haben, wow, ethisch ist es fragwürdig, ob so ein Datenaustausch erfolgen soll oder nicht. Dann eben, wie gesagt, viel Unsicherheit oder Risiken bestehen auch auf der regulatorischen Seite, Gesetze. Viele Organisationen haben gesagt, ja, wir würden gerne mehr kollaborieren auf Daten, aber wir sind irgendwo durch überfordert, weil wir nicht genau verstehen, was wir können, was wir dürfen etc. und haben dort irgendwo durch einen Bedarf eben an einer gewissen Unterstützung. Und wie man eben dort unterstützen kann, ist genau mit diesen Templates vom IGE, welche helfen sollen für SMEs, für mittelgroße Firmen, welche keine große Rechtsabteilung haben, eben anhand von Templates, Best Practice Templates, eben Data Sharing Agreements entsprechend zu draften. Bevor ich aber zu dem komme, würde ich gerne noch ein bisschen auf den wesentlichen Punkt einkommen. Hier die Risiken, die wir jetzt hier gesehen haben, haben oft nicht zwingend sind nicht technologisch getrieben. Häufig würde man dazu tendieren, sagen, ja, es ist technisch schwierig, Interoperabilität etc. Ja, das sind alles Herausforderungen, die es gibt und auch Risiken, aber die Gespräche haben gezeigt, dass es eben nicht primär nicht technologischer Natur sind, sondern eben das Nicht-Teilen eher im Zusammenhang mit diesen 4 erwähnten Punkten im Zusammenhang steht. Ein Versprechen, das da draußen ist, eben sehr stark getrieben auch durch die Europäische Union, ist das Konzept von Datenräumen, sogenannten Data Spaces.
wo man eben versucht, genau diesen Risiken entgegenzuwirken oder besser gesagt, ein Konzept zu erstellen, um eben das Bedenken oder die diversen Bedenken eben kleiner zu machen und der Comfort Level, Daten zu tauschen, eben entsprechend zu erhöhen. Ich will nicht eingehen im Detail, was ein Datenraum ist. Da gibt es auch ganz viele Definitionen. Ist auch selbst in der Community selber, in der Data Space Community, gibt es unterschiedliche Ansichten. Ich habe jetzt hier einfach mal die Definition genommen, wie sie aus dem Verhaltenskodex für den Betrieb von vertrauenswürdigen Datenräumen kommt. Dieses Dokument ist public available, ist vom BAKOM erstellt, wurde Ende 2023 auf der Webseite von BAKOM publiziert. Und diese Definition sagt eben, dass Datenräume organisatorische und technische Strukturen sind, welche Datennutzende und Datenanbietende miteinander verbinden und dadurch eben die Mehrfachnutzung von Daten ermöglichen. Wie gesagt, es ist nicht nur eine technische Infrastruktur, häufig wird das falsch verstanden. Datenraum ist nicht primär technische. Es ist klar, es braucht gewisse technische Infrastruktur oder Infrastrukturkomponenten, aber es ist vielmehr eben auch dieses Definieren von Governance, Spielregeln. Häufig wird das eben auch dieses Rulebook genannt, welches eben beschreibt, wie der Datenaustausch erfolgen soll, um eben diesen auch vertrauenswürdig gestalten zu können. Wie bereits erwähnt, es gibt nicht die eine Definition, was ein Datenraum ist. Es gibt mehrere, aber alle diese Definitionen sagen klar, dass ein Datenraum nicht nur einfach eine technische Infrastruktur ist. Und ich glaube, was auch zentral ist, ein Datenraum, das wird vielleicht auch häufig falsch verstanden, Datenraum klingt so zentral, also als zentraler Datenspeicherort, das ist ein Datenraum nicht. Ein Datenraum ist eben ein Konstrukt, welches eben diese Prozesse, Organisation, Governance definiert, um technologisch Daten austauschen zu können, aber es ist kein zentraler Datenspeicher. Die Entwicklungen sind sehr stark getrieben durch die europäische Datenstrategie, wobei dieses Konzept von Datenräumen aber jetzt auch über die europäischen Grenzen hinweg geht. Japan ist unter anderem sehr aktiv in der Entwicklung von diesem Konzept. Ich habe es erwähnt, für einen Datenraum braucht es ein Rulebook, also gewissermaßen Spielregeln, welche eben dann dieses Vertrauenslevel erhöhen sollten und diesen Comfort-Level erhöhen sollten, dass man eben bereit ist, auf Daten zu kollaborieren, eben auf Daten zu kollaborieren, welche per se nicht public sind. Sitra, eine finnische Research-Institution und vor allem auch die International Data Space Association, sind zwei Organisationen, welche diesen Begriff oder die Definition eines Rulebooks im Wesentlichen geprägt haben in den letzten paar Jahren. Und ohne jetzt hier ins Detail zu gehen, das ist ein Abbild vom Sitra Rulebook. Das zeigt auf, dass es diverse Komponenten gibt, wie man eben solche Regeln beschreibt. Auf der einen Seite, ich habe jetzt einfach mal eines hervorgenommen, das ist dieser Code of Conduct, den habe ich vorhin erwähnt. Den gibt es zum Beispiel in der Schweiz. Das BAKOM hat diesen Verhaltenskodex über einen partizipativen Prozess erstellt und publiziert. Dort drin stehen gewisse ethische oder gewisse Vorgaben bezüglich aus ethischen Aspekten oder auch Fairness-Aspekten. Dieser Verhaltenskodex ist aber per se nicht rechtlich bindend. Der andere Aspekt, das ist ganz recht, das sind diese Terms of Use. Wir nennen das häufig eben auch Data Sharing Agreements oder Data Usage Agreements. Und das ist so ein Teil, wo es eben darum geht, gekoppelt an einen Datensatz oder ein Datenprodukt eben zu definieren, was sind die Terms of Use, was sind die Bedingungen in Form eines Vertrags, wie man als Datenkonsumierender diese Daten verwenden kann. Wir als Startup Beyond Civic, wir haben keinen Legal Background, das heißt, wir kommen eher von der technologischen Seite her und haben uns natürlich gefragt, ja, wie können wir solche Data Sharing Agreements in unserem Stack einbauen? Und hier einfach mal konzeptionell, wie wir das machen und dann in einem zweiten Schritt, wie wir ganz konkret die Templates vom IG verwenden. Wenn man sich einen Datenraum oder ein Data Sharing Szenario anschaut, gibt es einerseits einen
Data Provider, eine Organisation, welche über Daten verfügt. Und dann gibt es irgendwo durch eine Organisation, eine Entity, welche Daten beziehen will, einen Data Consumer. Wie die Daten dann bezogen werden, dargestellt werden oder potenziell weiterverwendet werden, lasse ich hier mal offen. Aber was es irgendwo durch braucht zwischen diesen beiden Organisationen, ist eben ein Data Sharing Agreement oder ein Terms of Use. Was wir dann versuchen, und das ist ja schlussendlich ein Data Sharing Agreement, ist Natural Language. Das ist Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch, in welcher Sprache der Vertrag auch ist. Was wir dann versuchen, ist diesen Vertrag eben sogenannt enforceable zu machen. Das heißt, wir versuchen den zu übersetzen in eine Sprache, in eine Abstraktion, welche von einem System, von einer Applikation verstanden wird, um eben den Datenaustausch entsprechend leiten zu können. Das heißt, wenn zum Beispiel, ich mache ein Beispiel, wenn im Data Sharing Agreement sagt, die Daten können ausgetauscht werden vom 1. Januar bis zum 31. Dezember, dann machen wir diese Elemente dieses Data Sharing Agreements sogenannt enforceable. Das heißt, jedes Mal, wenn eine Datenanfrage kommt, wird überprüft, darf ich überhaupt, gibt es einen validen Vertrag, gültigen Vertrag, dass ich diese Daten abfragen kann. Und wenn eben der 31. Dezember vorüber ist, dann gibt es eben keine Möglichkeit mehr, auf diese Daten zuzugreifen, weil es kein gültiges Data Sharing Agreement mehr gibt. In diesem Fall ist die Datenkollaboration vielleicht beendet oder es braucht eine Verlängerung oder eine Erneuerung, ein neues Data Sharing Agreement. Also wir versuchen wirklich diese Natural Language in etwas umzuformulieren, was von einem System, von einer Applikation verstanden wird. Man kann das auch ein bisschen vergleichen wie ein Smart Contract, wie man das so kennt aus der Blockchain-Welt. Das Ganze ist nicht Blockchain-basiert, aber irgendwo durch ein bisschen in die Richtung zu gehen, dass man eben einen Vertrag in etwas Machine Understandables übersetzen kann. Nochmals zurück zu und dieses Konstrukt, das Ganze ist eben genau, wie das im Kontext eines Datenraums funktioniert. Logischerweise in einem Datenraum gibt es nicht nur genau ein Data Provider und ein Consumer, sondern eben mehrere, aber das ist einfach die Vereinfachung, wie das jetzt dargestellt worden ist. Wie verwenden wir konkret die Templates, die Data Sharing Agreement Templates? Rechts sieht man im Wesentlichen das Template, wie wir das vom IG übernommen haben. Das IG stellt diese als Word-Dokumente zur Verfügung zum Download. Wir haben das in einen Web-Kontext gebracht auf der rechten Seite und eigentlich, was wir machen, ist ganz banal. Wir bieten links einen Wizard-Ansatz zur Verfügung, in dem man eben Wizard-like durchgehen kann und quasi die Placeholders ausfüllen kann. Das wird dann automatisch populiert in das Dokument selber. Also einen sehr einfachen Mechanismus, Wizard-mäßig umgesetzt, wie wir das kennen aus Webformularen. Wir haben einfach dieses Word-Dokument in den Web-Kontext gebracht. Das ist eigentlich gut und recht. Das vereinfacht das Drafting von Data Sharing Agreements basierend auf den Templates. Das Template, welches wir übrigens hier genommen haben, ist der Contrat d'Abonnement, also die Subscription, eine Data Subscription, die wir hier abgebildet haben, weil wir haben festgestellt, dass im Kontext von Datenräumen das eigentlich die gängigste Form ist. Jetzt gibt es dieser Wizard aber auch gewisse Limitierungen. Es unterstützt eigentlich nur beim Erstellen eines Data Sharing Agreements. Jetzt gibt es viele Szenarien, wo uns gesagt worden ist, ja, wir haben eigentlich schon unsere Data Sharing Agreements. Können wir auch unser eigenes Template oder unsere eigenen Templates verwenden? Das heißt, wir haben hier eine gewisse Limitierung. Es gibt auch nicht eigene Templates zu validieren. Es ist schwierig, über diesen Wizard-Mechanismus bestehende Templates gegenüberzustellen mit quasi den kuratierten Best-Practice-Templates vom IG. Für uns ist es relativ viel manueller Aufwand, diese Templates in unserer Applikation zu hinterlegen, um eben auch diese Übersetzung in diese Enforceable Policies zu machen. Das heißt, es muss ein Mensch ans System sitzen und sagen, dieser Teil vom Data Sharing Agreement entspricht diesem Enforceable Policy Item. Von dem her relativ viel Aufwand für uns, wenn wir unterschiedliche Templates hinterlegen.
Der Wizard selber nimmt keinen Bezug auf die Daten und das ist ein spannender Aspekt, ist eigentlich total entkoppelt von den effektiven Daten. Das heißt, was das für Daten sind etc. wird hier nicht in Bezug gestellt. Was wir dann gesagt haben, wir versuchen quasi einen Schritt weiter zu gehen und Gen AI einzusetzen, um genau eben mehr Funktionalität reinzubringen und vielleicht auch eben diese User Experience entsprechend zu erhöhen. Wir haben das Produkt, das ist noch nicht ein Produkt, welches verfügbar ist auf dem Markt, ein Private Beta Produkt, wir nennen das Co-Steward, aus dem einfachen Grund, eine Kombination von Copilot und Data Steward. Copilot, wie wir es aus der Microsoft-Welt kennen, Copilots gibt es ganz viele, Gen AI-basierte quasi Agents oder unterstützende Tools. Und wir sind der Meinung, dass eben genau Data Stewards von diesem Tool profitieren können, weil ein Data Steward klassischerweise diese Scharnierfunktion zwischen Legal, Business und Engineers hat. Die Basisfunktionalitäten unseres Co-Stewards sind eben eigentlich Unterstützung beim Draften von Data Sharing Agreements, dann eben auch beim Rephrasing, also dass man gewisse Klauseln neu schreiben lassen kann. Man hat die Möglichkeit eben auch ein Benchmarking zu machen. Wie steht mein Data Sharing Agreement im Vergleich zu Best Practice? Wir denken auch, dass das Signieren, das elektronische Signieren eingebaut werden soll, wobei das Signieren selber ist nicht eine Gen AI-Funktionalität, aber es ist naheliegend, dass wir versuchen, den Prozess möglichst digital zu gestalten. Und der letzte Punkt ist eigentlich fast einer der spannendsten. Wir wollen eben versuchen, dieses Konvertieren in diese Enforceable Policies, und das sind spezielle Sprachen. Ein Beispiel ist ODRL, Standard, welches eben erlaubt, diese Policies zu enforcen. Aber dieses Konvertieren ist eben nicht ganz so einfach, weil einerseits gibt es die Lawyers und die Legal Counsels, welche die Data Sharing Agreements draften. Und dann hat man die Engineers, die diese Enforceable Policies abbilden, und da gibt es einen relativ großen Gap, und wir versuchen eben dort mit dem Co-Steward diesen Gap eigentlich zu schließen. Wie machen wir das? Wir verwenden ein Large Language Modell, wir feintunen das. Momentan erfolgt das Feintuning eben über Model Agreements. Wir haben aber diverse Ideen, wie man das Feintuning erweitern kann, eben dass man das Feintuning eben auch auf bestehenden gesetzgebenden Regulationen vollziehen, dass wir das Feintuning eben auch dann weiterentwickeln, um die interne Data Governance abzubilden, welche in einer Organisation definiert ist, und eben diesen Connect herzustellen zu den Daten selber. Das heißt nicht zu den Daten selber, respektive vielmehr zu den Metadaten. Das heißt, wenn wir es schaffen, einen Connect herzustellen zu den Metadaten von Daten, dann haben wir eigentlich noch viel mehr Smartness zu verstehen, was es für Daten sind. Und dementsprechend können wir das Draften von Data Sharing Agreements verbessern. In der Anwendung sieht es dann so aus, dass wir eben diesen Co-Steward möglichst dort einbauen in die Tools, welche weit verbreitet sind. Wir haben das jetzt einfach mal für Word im Microsoft Word gemacht. Wir könnten das aber auch in Google Docs oder auf einer Webseite integrieren oder eben auch in dedizierte Data Governance Tools wie zum Beispiel Azure Purview. Das heißt, wir wollen hier möglichst Gen AI so verwenden, dass es eigentlich seamless integriert ist in bestehende Tools, welche gebraucht werden. Nicht, dass man hier jetzt eine komplett neue Applikation hat. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Ich habe jetzt noch zwei ganz kurze Sequenzen, um zu verstehen, wie das dann auch konkret aussehen könnte. Das erste ist, wie man Drafting macht. Stopp mal hier. Wir sehen, wir sind in einem Word-Kontext. Das heißt, wir haben rechts diesen Co-Steward als Add-in dazugenommen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, was man eben damit machen kann. Hier in dem Fall sagen wir starten wirklich auf einer Blank Page, wenn man so will, und sagt, wir wollen einen Draft erstellen eines Data Sharing Agreements. Wir gehen da auf Draft. Wir müssen gewisse minimale Inputs geben. Wir müssen sagen, wo bin ich zu Hause, was ist der Kontext. Einerseits die Location oder das Country. Ich muss auch sagen, in welcher Sprache ich das Data Sharing Agreement haben will. Und dann kann ich
so ein bisschen spielerisch haben wir es umgesetzt, auch sagen, gib mir ein Minimum Viable Data Sharing Agreement oder gib mir die Maximalversion eines Data Sharing Agreements. Und wenn ich eigentlich die Input-Parameter gegeben habe, dann kann ich eigentlich das Data Sharing Agreement generieren lassen und die Basis für das, was wir links sehen, ich muss noch mal ganz kurz, ich lasse noch kurz laufen, gehe kurz zum Schluss und stoppe hier. Die Basis für das, was wir links sehen, sind eben sind kuratierte Modellverträge. Und da verwenden wir eben die Verträge vom IGE und würden gerne in Zukunft auch noch andere akzeptierte, kuratierte Modellverträge mit reinnehmen ins Modell. Das ist so, wie man ganz einfach ein Data Sharing Agreement draften kann. Ich würde jetzt gerne noch kurz zeigen, wie man ein Rephrasing machen kann. Ich stoppe mal hier. Ich habe eine Klausel, ich kann mal sagen, okay, ich kann mal rudimentär sagen, in dieser Klausel, um was es geht. Es geht eben hier um der Ort der Jurisdiction. Ich habe das einfach jetzt mal total, ich habe keinen Legal Background, ich habe einfach mal beschrieben, die Jurisdiction dieses Vertrags ist basierend in der Location Paris und kann jetzt eigentlich das highlighten, ich kann das anwählen in Word und kann dann eigentlich dem Co-Steward sagen, gib mir ein Rephrasing, eine Möglichkeit, das vollständig zu formulieren. Ich gehe auf Rephrasing. Ich muss ihm, dem Co-Steward, noch sagen, was ist es für eine Klausel? Ich muss ein bisschen Kontext geben. Es geht um the place of jurisdiction. Und wenn ich diese minimale Inputs gemacht habe, kann ich eigentlich dann sagen, okay, gib mir ein Improvement, gib mir eine verbesserte Variante, basierend eben auf Modellverträgen. Das ist ein kurzes Beispiel, um zu zeigen, wie man eben nicht nur draften kann, sondern eben auch rephrasen kann, wenn es schon bestehende Templates gibt. Ich hoffe, das hat ein bisschen veranschaulicht, wo wir hingehen, wo die Reise hingeht bezüglich der Verwendung von GenAI. Wir sind sicher erst am Anfang, aber wir sind gespannt, wo diese Reise hingeht. Das wäre es von meiner Seite. Wenn es Fragen gibt, können Sie die gerne jetzt stellen oder mich kontaktieren. Ich mache noch einen kleinen Hinweis, ein Spoiler-Alert. Am 30. Oktober findet das erste Swiss Data Space Forum statt auf dem HSLU Campus in Rotkreuz. Das heißt, für Datenraumbegeisterte oder Interessierte ist das eine gute Möglichkeit, diese wachsende Community in der Schweiz kennenzulernen. Herzlichen Dank, Lukas, für diese sehr spannenden Inputs. Ist sehr beeindruckend, wie weit ihr schon seid und wie experimentierfreudig ihr da auch vorgeht. Gibt es gerade von den Seiten der Teilnehmenden eine Frage? Eine, zwei Fragen können wir vielleicht noch nehmen. Brennt jemandem gerade etwas auf der Zunge? Sonst vielleicht eine allgemeine Frage, wenn ich darf. Du hast mir in den Vorgesprächen schon gesagt, dass du eigentlich auch vom Ausland sehr, sehr positive Rückmeldungen auch erhalten hast, eben bezüglich den Musterverträgen vom IGE. Denkst du, die könnten eben auch quasi international zum Verkaufsschlager werden? Glaubst du, da kann man auch darauf aufbauen? Oder wie siehst du das jetzt eben auch mit euren Produkten, wenn ihr das integriert? Wie seht ihr da den Markt, sage ich jetzt mal, oder eure Kundschaft? Ich denke schon, ja. Also im Ausland war man immer erstaunt, dass es sowas gibt in der Schweiz. Ehrlich gesagt, wir sind mehr oder weniger per Zufall auf diese Modellverträge gekommen. Ich glaube auch, diese mehr publik zu machen in der Schweiz wäre sinnvoll. Aber ja, man hat gestaunt, unter anderem in Deutschland, dass es eben bereits solche Modellverträge gibt. Aber ich weiß auch im Kontext vom EU Data Act, dass die EU-Kommission zum Beispiel in diesem Kontext auch Musterklauseln und Musterverträge zur Verfügung stellen will. Also ich glaube, die haben auch ein bisschen Inspiration von uns mitgenommen. Ja. Mhm. Gab es da noch eine Frage oder war das mehr ein Artefakt? Sonst vielleicht nur noch kurz Rückfrage auch. Denkst du, dass
eben, die Musterverträge nehmen einem ja etwas, die Bürde ist ja auch ein gewisses Hemmnis, wenn man eben diese, hast du eingangs gezeigt, wenn man quasi da noch offene Fragen hat. Glaubst du, dass man damit, dass man eigentlich diese rechtlichen Fragen aus der Welt schafft, also quasi automatisiert, dass man eben auch mehr Anreize schaffen kann oder eigentlich mehr Unternehmen dazu bringen kann, eben Daten zu teilen, kann das wie ein Incentive auch sein, eine Katalysatorwirkung herbeirufen? Ja, ich glaube schon, wobei man muss auch realistisch sein. Es ist nicht also nur einfach der Fakt, dass es solche Modellverträge gibt. Das gibt noch andere Perspektiven, andere Risiken, wenn es ums Data Sharing geht. Aber es ist sicher förderlich, wenn es akzeptierte, offene, verfügbare Musterverträge gibt. Das glaube ich schon. Okay, das ist gerade eine gute Überleitung. Wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, würde ich gerne schließen, damit wir hier nicht allzu viel überziehen. Von dem her möchte ich noch kurz auf das nächste und zweite Webinar aufmerksam machen. Dieses wird am Freitag, 15. November stattfinden, wieder ab 15 Uhr. Das Thema werden dann eben andere Herausforderungen sein, eben die kulturellen Voraussetzungen, die zum Teilen von Sachdaten benötigt werden. Hier ist bereits der Event-Link auf Eventbrite ist bereits verfügbar. Das detaillierte Programm wird in den kommenden Tagen und Wochen aufgeschaltet. Es würde uns freuen, wenn ihr oder wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind. Von dem her möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei den heutigen Rednern für die wertvollen Beiträge und die gute Diskussion bedanken. Es waren dies eben Anaïd Cordoba vom IGE, Juliette Ancel von IDEST Avoca und Lukas Hohl von Beyond Civic. Auch Ihnen, liebe Teilnehmende, besten Dank fürs Zuschalten und Ihre Fragen und vorerst einen angenehmen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.